Le sens est vraiment proportionnel à la responsabilité qu'on prend. On peut avoir une vie dans laquelle on est entièrement libre, mais on n'aura pas de sens précis parce qu'on suit tout le temps nos instincts, notre hédonisme primaire. Essaye de garder l'ordre localement dans ta chambre et ensuite tu verras si tu peux ordonner le monde. Salut Florent. Salut. Alors je suis avec Florent Tavernier aujourd'hui. Alors tu t'es fait connaître sur YouTube. Tu as une vidéo qui a dépassé le million de vues et tu fais des expérimentations. Et moi ça fait longtemps en fait que je te suis, bien avant que tu fasses ça, parce que je trouvais que avec Missor et Simon vous faisiez un groupe qui était super intéressant. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de tout ça, qu'on parle de ce que tu as créé sur YouTube, qu'on parle peut-être du business que tu as envie de construire si tu as envie d'en construire un, et que tu me racontes un petit peu ce que tu fais. Ok. Donc moi en fait, je vais commencer l'histoire par le début. Ouais, vas-y. Du coup, j'ai rencontré Missor il y a à peu près 4 ans, juste en lui envoyant un message en fait, parce que je voyais ses vidéos sur YouTube, et il avait vraiment un format qu'on trouvait nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il faisait des vlogs, comme ça existe beaucoup, mais il avait un style assez atypique. C'est le mec qui est genre torse nu dans les rues de Paris. Et Ouais. du coup, il m'intriguait parce qu'il était bizarre. J'avais jamais vu en fait une personnalité comme ça qui faisait des vlogs, quoi. Donc j'ai envoyé des messages, on est devenus amis de plus en plus. Et donc on a commencé à se voir beaucoup. Et en fait, il m'encourageait à lancer une chaîne parce qu'il trouvait que je disais des trucs intéressants. Et il se disait que même si j'allais pas du tout faire le même style de vidéo que lui, j'aurais peut-être des trucs à dire. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré voilà, Simon donc de Barbares Civilisés et on a commencé à former une sorte de groupe en fait où à trois on s'entraide, on se donne des conseils et on s'est aidé pour nos vidéos puisque par exemple avec Barbares Civilisés, on a un peu lancé nos chaînes ensemble dans le sens où moi j'avais déjà commencé depuis quelques mois mais mon format n'était pas du tout abouti Ouais. et on s'est rencontrés, on s'est mis à tourner en fait chacun les vidéos de l'autre. C'est-à-dire, on se retrouvait au jardin de Luxembourg et moi je le filmais, lui il me filmait et en fait, on s'encourageait par les critiques constructives qu'on faisait à chaque fois à l'autre pour essayer de trouver les meilleures manières d'expliquer les choses, arriver à être synthétique et à la fois à intéresser. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai continué. Donc je continue du coup. En fait, à la base, mon format, il était assez théorique dans le sens où j'expliquais des choses et je les montrais pas beaucoup. Et, souvent, ce qu'on dit dans le cinéma, c'est que plutôt que d'expliquer, plutôt que de dire, il faut plutôt montrer. C'est-à-dire, si on veut montrer qu'il y a un personnage qui est triste, ça sert à Ouais. rien qu'il dise qu'il est triste. Il faut qu'on le voit pleurer, etc. Et donc, au départ, en fait, je faisais, j'expliquais les choses à la caméra. Ma première vidéo qui était sur les réseaux sociaux, j'expliquais un des trucs qui me tient le plus à cœur, qui est le fait qu'à mon avis, on perd énormément de temps sur les réseaux sociaux et ils ont une énorme influence sur nos systèmes de récompense et sur notre temps. Alors que bien qu'on puisse en tirer plein de choses de positifs, je les utilise quotidiennement, je pense que pour la majorité d'entre nous, on ferait bien de s'en détacher beaucoup plus. Et en fait, j'expliquais ça de manière très théorique et du coup, ça intéressait quelques personnes, mais c'était assez niche. Ouais. Dans le sens où tout le monde est pas spécialement intéressé par regarder une vidéo d'un mec qui pendant 8 minutes t'explique un truc qu'il sait. Ouais. Il Euh, manquait peut-être la partie divertissement en fait. C'était c'est ça. intéressant, mais peut-être pas assez divertissant. Exactement, je pense ça. Et je pense qu'en fait, quand on fait du contenu, on doit avoir du fond et aussi de la forme. Et en fait, le problème de mon contenu, je pense, c'est un peu un diagnostic que je fais a posteriori, mais c'est qu'il y avait du fond, parce qu'il y avait des idées que j'exprimais, mais il n'y avait pas encore une forme qui est facile à regarder et qui est Ouais. agréable. Et du coup, il y a même une période, c'est encore visible sur ma chaîne, même si ce n'est pas du tout les vidéos dont je suis le plus fier, où j'étais presque comme un présentateur télé, où j'étais devant la caméra et j'avais derrière une télé avec un fond vert qui passait des images. Je prenais énormément de temps à faire ce montage et j'expliquais un truc. Et c'était vraiment, c'était un format un peu télévisuel et tout qui est pas du tout personnel. Ouais. Je faisais à ce moment-là, je faisais ces vidéos presque comme si c'était un travail. J'essayais de les faire de manière trop sérieuse. C'était pas personnel et ça me plaisait pas tant que ça en fait. Je les faisais parce que je devais continuer, parce que je voulais continuer. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ça, parce que là j'ai appris beaucoup grâce à ça et c'est une période qui m'a appris. Mais concrètement, je pense que c'est un format, j'aurais pu le continuer pendant longtemps. Il n'aurait jamais attiré une grosse audience. Et là, c'est en transformant un petit peu mon format et en commençant à se dire, faisons quelque chose de plus concret, faisons des expériences, parce que c'est ça qu'aiment les gens en fait. Ouais. Euh, Alors, je peux te couper une minute Vas-y. justement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui veulent créer du contenu sur YouTube. Souvent, ils ont une expertise, des connaissances ou un savoir à partager. Et justement, le réflexe, la première chose qu'on va faire, et moi je l'ai fait aussi énormément, c'est on se met devant la caméra, on explique ce qu'on a à dire.
on raconte ce qu'on a à dire, et souvent c'est quand même limité, c'est vrai, en termes de, c'est pas hyper percutant, le montage, bon bah juste à part couper, il y a pas grand chose à faire, tu peux pas vraiment t'amuser de manière créative, et c'est pas forcément très divertissant. Et donc c'est rare, ça existe, mais c'est rare de faire des centaines de milliers de vues avec ces vidéos. C'est rarement des vidéos qui vont vraiment s'envoler. Et donc l'idée, ça peut être de partir de ce que tu as envie de raconter, de ce que tu as envie d'expliquer, mais de chercher une autre manière de le faire, une manière plus visuelle, une manière plus storytelling. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait, et tu as lancé. C'est quoi ta première vidéo vraiment qui a fait décoller ta chaîne? Alors, en fait, tout ça, c'est venu très très récemment. Ouais. Puisqu'en fait, c'est qu'il y a à peu près un mois et demi, que vraiment ma chaîne a décollé. Ma chaîne a lentement progressé. Je commençais à faire quelques milliers de vues par vidéo, 1000, 2000 vues par vidéo. Et ensuite, j'ai fait la vidéo sur l'art oratoire, où là, plutôt que de juste expliquer comment j'ai appris l'art oratoire en 30 jours, comment j'ai lu les livres des anciens, etc., comment j'ai regardé Victor Ferry, que tu as aussi interviewé il n'y a pas longtemps, et bien plutôt que de faire ça, je suis carrément allé à la Défense à la fin et j'ai fait un speech en toge romaine devant la foule. Et du coup, c'est quelque chose qui est très visuel. Faut expliquer le truc, genre, tu sais, c'est genre lundi matin à la Défense, il fait tout gris, les Ça. mecs sont tous en train de passer super vite sur leur téléphone, et toi, t'es là sur les marches, habillé en toge, à moitié à poil, en train de lire des textes anciens. Et, Totalement. tu sais, c'est ouf, c'est le contraste en fait entre les deux qui fait que. Et t'as mis ça dans la miniature, évidemment, Mm. et donc on a envie de cliquer, on a envie de voir comment ça se passe. Tu vois. Ouais, et justement, c'est à partir de cette vidéo-là que ça a commencé à mieux marcher, puisque cette vidéo-là a eu plus de vues que les Et, autres. et comment tu t'es dit, ok, comment t'as fait pour te motiver pour y aller, tu vois, genre il fait gris, machin, tu t'es dit, bon allez, je vais à la Défense et je vais parler à des gens qui a priori n'en ont rien à foutre, Mm. me mettre comme ça en toge, et leur parler et avoir le courage de faire ça. Mm. Comment ça vient ce truc-là? En fait, je voyais bien qu'il fallait que je fasse des choses un peu percutantes et un peu visuelles Ouais. pour que concrètement il se passe quelque chose. Et je sais que une des meilleures choses à faire pour capter l'attention et pour avoir un contenu intéressant, c'est d'aller dans la rue tout simplement. C'est pour ça que les micro-trottoirs marchent très bien, parce qu'on a la réaction des gens. En fait, les gens aiment ça. Les gens aiment cliquer sur une vidéo en se disant comment vont réagir les gens. Il y a de la Comment, curiosité, il y a du mystère. exactement, il y a de la curiosité. Et donc je me suis dit, bon je me suis entraîné tout ce mois. Il faut que je fasse quelque chose qui soit dur, parce que en fait, sinon, je pourrais pas tester si j'ai bien ou pas augmenté mes capacités. Ouais. Donc à la base, je pensais aller dans un club d'art oratoire, par exemple, mais bon, à cause du Covid, souvent c'était annulé. Donc je me suis dit, ok, je vais juste essayer dans la rue. Et pour le coup, j'avais déjà fait un petit peu de social freedom avant, c'est-à-dire d'exercice pour être plus libre en public. C'est-à-dire, par exemple, de la drague de rue, ou simplement, hors du contexte de la drague, juste aborder des gens dans la rue ou faire des trucs bizarres dans la rue pour pouvoir se libérer du regard des gens. Et du coup, ça a un petit peu aidé dans le sens où, évidemment, c'était pas du tout facile ni Ouais. habituel pour moi, mais je savais ce que c'était d'être dans la rue et de me dire, ok, je détache cette personnalité que j'ai là du reste de moi en fait d'habitude, et je me dis les gens vont me voir comme ça, c'est pas grave, Ouais. j'accepte qu'ils me jugent comme étant un mec super bizarre, et, Et et je plus le fais. globalement, le fait de te lancer des défis, c'est un truc que tu faisais déjà avant, que tu as toujours aimé faire? Alors j'ai commencé à me lancer des défis bien avant en fait YouTube, puisque j'avais déjà arrêté complètement les sucres raffinés pendant plusieurs mois. J'avais pas du tout de chaîne YouTube à l'époque. Et j'avais essayé, pareil, plein d'autres choses, les touches froides, etc. Beaucoup de défis d'autodiscipline. Et dans ça, j'étais très inspiré par la chaîne Autodisciple, que tu Ouais. connais sans doute, de Raj. Euh, Parce que c'est une des premières chaînes que j'ai vraiment beaucoup aimé sur YouTube. C'est encore une chaîne qui m'inspire beaucoup, même si du coup Raj a arrêté les vidéos. Et, euh, et en fait, je testais les choses par moi-même. Et à la base, quand j'ai commencé YouTube, j'avais pas du tout fait le lien entre les deux. Donc en fait, je continuais à faire des expériences sur moi, mais je le montrais pas du tout dans mes vidéos. Et c'est que plus tard que j'ai compris que la meilleure chose à faire, c'est de lier les deux. Parce qu'en fait, mes expériences que je fais juste pour moi, juste empiriques pour voir comment fonctionne mon corps, peut-être que ça intéresserait aussi les gens. Et peut-être qu'en fait, ça intéresse beaucoup plus les gens que juste moi qui explique mes conclusions. Parce que si j'explique mes conclusions, ils n'ont pas eu toute l'histoire. Ouais. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à les lier, et c'est ce que j'ai fait par exemple dans ma vidéo sur le sport très récemment, où je me disais, bon, je fais pas assez de sport, il faut que je fasse 30 jours de sport intense, et j'ai storytellé tout ça en vidéo. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est je trouve qu'il y a un caractère inspirant qui est très prononcé.
Et pour moi, une histoire inspirante, c'est quelqu'un d'ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. Tu vois. Le gars qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, avec le visage de Brad Pitt, tu vois, s'il réussit sa vie, on ne sera pas vraiment surpris et ce sera difficile pour lui d'inspirer les gens avec son histoire. Mais quelqu'un d'ordinaire, enfin je sais pas, tu vois, moi je me reconnais dans pas mal des problèmes que tu avais. Par exemple, tu disais, tu es un introverti, que tu es un ancien timide, que pour toi c'est difficile comme ça d'aller parler aux gens, d'accepter le rejet. Tu dis que c'est difficile aussi pour toi de prendre du muscle, que tu n'as jamais été un grand sportif. C'est des choses que moi aussi j'ai connues et c'est vrai que je connais toujours. Et c'est vrai que voir du coup quelqu'un qui a ces difficultés naturelles et qui essaye de bosser 10 fois plus que les autres pour les rattraper, moi je trouve que ça fait vraiment une histoire qui est super inspirante et je pense que ça participe aussi à peut-être à la fascination que l'audience peut avoir pour ta chaîne. Enfin, quand tu lis les commentaires, les gens ils sont super intéressés. Et j'aime bien ça. Et c'est vrai que tu parlais de Rage aussi tout à l'heure. Et moi aussi, j'avais adoré quand il faisait des vidéos, l'époque un peu autodisciple. Et j'avais trouvé qu'il avait vraiment inventé un nouveau mouvement sur YouTube, quelque chose qu'on voyait vraiment pas avant. Le gars qui expérimentait la vie, pour moi, c'est vraiment un gars, il expérimente la vie et il raconte ça sur YouTube un peu comme il ferait sur un journal de bord. Exactement. Et en plus, il le fait de manière artistique et efficace, donc ça fonctionne. Tu vois. Et voilà, bah, je voudrais savoir pourquoi tu fais ça. C'est quoi tes objectifs, toi, personnels avec ça? Est-ce que c'est juste une expérimentation de plus ou est-ce que tu as vraiment un objectif de construction de quelque chose? Alors, sur le long terme, j'ai envie de continuer cette chaîne en continuant à faire des expériences comme ça. Mon but quand je fais ça, c'est de un, de m'améliorer moi-même et de deux, aussi de permettre aux gens qui sont dans la même situation que moi de s'améliorer. Je trouve ça assez vrai ce que tu dis quand tu dis que concrètement, on n'est pas très intéressé par savoir si Superman va encore réussir à sauver telle personne. Bah oui, en fait, il fait ça tous les jours. Et on peut être inspiré par des figures qui réussissent bien. Mais au final, ce qui nous touche le plus, c'est de voir quelqu'un qui est un peu ordinaire. Parce que de base, je suis quelqu'un de plutôt ordinaire. Qui en fait essaye de changer cette situation. Qui se dit non, en fait, le présent, la situation actuelle, je ne l'accepte pas. Je veux la changer. Je veux m'améliorer sur tel point. Et du coup, je préfère faire ces vidéos où ça va un peu prendre les gens dans leur situation et les amener à se motiver, plutôt que d'arriver en disant ah bah moi je suis super fort, moi regardez ce que j'ai fait, je peux parler en public, etc. Donc je veux continuer à faire ça et je m'inspire beaucoup aussi des vidéos de Rage et d'Autodisciple parce que il a pour moi créé le format que je suis un peu en train de reprendre, même si j'ai un petit peu mon style et lui il a le sien. Et souvent je m'inspire de son montage qui est très dynamique. Il a créé pas mal de choses dont je m'inspire beaucoup. C'est toi qui montes tes vidéos? C'est moi qui monte mes vidéos entièrement. J'ai jamais eu de monteur ni rien. Et je préfère faire ça parce qu'en fait, du coup, j'ai un contrôle total sur mes vidéos. Et je suis un peu du style perfectionniste, donc j'aime bien avoir le contrôle total. Et aussi parce que je veux vraiment à chaque fois créer un rythme, créer une narration, créer un storytelling qui est particulier et que je vois dans ma tête et que je pourrais pas déléguer en fait. Donc ce rythme et cette narration, elle est aussi pas mal inspirée des vidéos de Raj du coup, parce que lui, il arrivait à rendre intéressante une expérience qui souvent est sur son quotidien. En fait, on se dit, c'est pour ça que le vlogging, très bien fait, c'est intéressant, alors que ça parle du quotidien. On se dit, comment est-ce que Casey Neistat, il fait des millions de vues, alors que concrètement, il a une vie qui est impressionnante, mais qui n'est pas si incroyable. Il vit à New York, il fait ses vidéos, il monte sa boîte, c'est pas intéressant, du coup il filme presque rien de sa boîte. Et en fait, c'est quoi la magie des vidéos de Casey Neistat? Et du coup, je pense que tu en as déjà parlé, Marketing Mania en a déjà parlé, c'est qu'il arrive à créer une narration dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est ce que Raj avait compris aussi, parce qu'il arrivait à créer des narrations, et c'est ce que moi j'essaye absolument de faire. C'est-à-dire que tu connais peut-être, mais il y a une vidéo par exemple de Casey Neistat qui s'appelle My All Time Greatest, où c'est une vidéo très simple. Il a perdu un drone. Il récupère son drone, c'est exactement, ça, il récupère son drone. Il a perdu un drone, donc ce qui est quelque chose de chiant et de pas intéressant, parce que quand tu es youtubeur, tu perds ton drone, tu te dis ah merde, je vais devoir aller le chercher. Bon. Et en fait, plutôt que simplement faire une vidéo en mode ah je vais chercher mon drone, ah j'ai réussi à le prendre, il crée toute une narration où au départ il met son casque, il met son manteau, il dit on part en opération spéciale, tu vois, un truc comme ça. Ensuite il y va, il se rend compte que la première méthode marche pas. Donc là il y a toutes les étapes de la narration, c'est-à-dire la situation initiale, l'appel à l'aventure, l'acceptation de l'aventure, le moment où le héros dit oui au défi, c'est quand il dit ok j'enfile mes vêtements. Je pars en mission, quoi. Ensuite, il essaye les premières manières, ça c'est les péripéties, le début des péripéties. Ensuite, il y a le pivot, qui est un moment très important de la narration, où il se rend compte que sa méthode ne marche pas, et il se rend compte qu'il va devoir construire un grappin pour aller attraper son drone.
Ensuite, du coup, il crée ce grappin, etc. Et puis à la fin, il réussit finalement, il y a un peu de suspense et tout. Et en fait, cette vidéo, pour moi, pourquoi est-ce que j'en parle là et pourquoi est-ce que je la raconte? C'est parce que pour moi, c'est le parfait exemple de la narration à la Casey Neistat et la narration que j'essaie de faire. Et je regarde cette vidéo souvent et juste avant que je fasse du montage, quand j'ai quelques jours de montage où je vais faire beaucoup de montage, je regarde minimum une vidéo de Casey Neistat par jour. Casey Neistat, c'est ma cam en termes de montage Ouais. et en termes de narration. Parce que il arrive à rendre un truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt, il arrive à le transformer en quelque chose de super intéressant. Et c'est aussi ça que je veux faire dans mes vidéos. Euh, est-ce que tu peux me donner un exemple dans une de tes vidéos récentes, par exemple, ou comment tu utilises des leviers narrationnels dans tes vidéos? À quel moment tu te dis, ok, là je vais faire ça, ou là je vais dire tel truc, justement parce que ça va jouer dans l'histoire que je veux raconter? Alors en fait, moi, c'est un peu compliqué parce que quand on essaye de créer une narration sur le papier et que c'est pas quelque chose dont on va faire l'expérience soi-même, Ouais. c'est simple, on peut tout contrôler en fait. Hmm. Moi, je peux pas tout contrôler puisque Tu sais pas à l'avance comment ça va se passer. exactement, Ouais. je sais pas à l'avance comment ça va se passer. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée de vidéo, par exemple celle sur le sport, la dernière, je vais faire une sorte de plan dans ma tête et je vais un petit peu noter, je vais un peu brainstormer mes premières idées sur comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui se passerait si j'ai beaucoup de progression, qu'est-ce qui se passerait si j'ai pas beaucoup de progression. Je sais déjà à l'avance certaines choses que je vais dire. Ouais. Il y a quelques données importantes en musculation que je sais déjà et que je pense que je vais en parler dans la vidéo. Et ensuite, je me lance. Et je vois au fur et à mesure du temps, en fait, j'affine ma narration pour qu'elle corresponde à la réalité. Ce que je fais, c'est que souvent, je commence le montage déjà dès le début de la vidéo avec ce que j'ai. Et en fait, je fais le montage au fur et à mesure. Et par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur le sport, là, au milieu de la vidéo, il y a des interviews que Ouais. j'ai interviewé des experts entre guillemets en musculation parce que je voyais que j'avais pas beaucoup de résultats. Et ça, j'avais pas du tout prévu de le faire au départ. Je pensais pas que j'allais faire des interviews. Et puis je me suis dit, j'ai vu Frédéric Delavier qui est un ami. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais le rappeler en fait pour qu'il me donne des conseils parce que là concrètement, j'ai pas beaucoup avancé et lui sera mieux que moi. Et du coup, c'est vraiment compliqué du coup. Et c'est le plus gros challenge, je pense, que j'ai sur ma chaîne, d'arriver à la fois faire une expérience et à la fois garder la narration parce que souvent, il nous arrive des trucs qui correspondent pas du tout à la narration. Ouais. Et du coup, je me montre parfois en vidéo que j'ai des échecs où je teste quelque chose et ça marche pas du tout. Et en fait, justement, je m'en sers dans la narration pour montrer que je change de stratégie. Donc, euh, donc voilà, c'est un exercice qui est pas facile, mais qui est super intéressant à faire parce que ça permet du coup vraiment de maîtriser le storytelling, quoi. Ok. Euh, À propos de tout ça, il y a une démarche quand même, on a l'impression de développement personnel derrière, tu as envie de devenir une meilleure personne. Est-ce que tu es un peu tombé dans le truc du développement personnel à une époque où tu as lu plein de bouquins, un peu tous les classiques là-dessus? Est-ce que c'est plutôt un truc qui t'intéresse pas, toi tu préfères les méthodes bien scientifiques, bien carrées? Ou est-ce que c'est quelque chose que, je sais pas, que tu découvres au fur et à mesure? Alors, le développement personnel, je m'y suis beaucoup intéressé il y a quelques années quand je m'intéressais du coup à la chaîne d'Autodisciple. Ouais. Et j'ai pas lu beaucoup de livres sur ça. Par contre, j'ai regardé énormément de vidéos dessus. Donc, par exemple, toutes les premières vidéos d'Autodisciple qui sont sur des livres de développement personnel, Ouais. concrètement, il suffit de regarder la Ces vidéo. résumés de livres, ils sont Voilà, top. Ouais, exactement. ouais. C'est des résumés de livres et en fait, on a une idée de quoi ça parle. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment approfondi, comme Le Signe Noir, où je l'ai vraiment lu, je l'ai vraiment étudié. Mais je m'intéresse depuis longtemps, du coup, au développement personnel, mais pas beaucoup en lisant, surtout en fait en regardant sur YouTube. Et j'ai toutes ces méthodes qui m'intéressent. Et maintenant, ce que je me dis, c'est plutôt que de simplement faire comme les gens qui l'ont expliqué dans leurs livres ou comme Raj qui faisait des résumés de livres, mais en fait, c'est limité parce que il est juste en train de parler devant sa caméra. Comment je pourrais utiliser ces concepts qui m'ont aidé, l'effet cumulé, par exemple, qui dit que des petites actions tous les jours peuvent avoir un grand effet cumulé à la fin. Comment je vais pouvoir, et ça du coup, c'est mes prochaines idées de vidéo. Comment je vais pouvoir montrer ça concrètement et faire une narration qui fait que même quelqu'un qui n'est pas intéressé par le développement personnel, il voit la miniature, il voit l'expérience, il se dit tiens, intéressant. Ouais. Si je change ça dans ma vie tous les jours, est-ce qu'au bout de 300 jours, j'aurais vraiment fait un grand changement? Et là, du coup, cette personne, c'est quelqu'un que je vais vraiment sentir fier en fait si elle regarde ma vidéo, puisque c'est pas quelqu'un qui à la base connaît déjà ses idées et est déjà dans le milieu du développement personnel. C'est quelqu'un que j'ai réussi à attirer avec une bonne narration pour lui fournir du fond et du contenu en fait. Donc tu as des gens qui te disent, qui t'envoient des messages pour te dire que tu les as aidés, que tes vidéos les ont aidés? Ouais, pas mal. Du coup, depuis que ça marche très bien, depuis que voilà, il y a ma vidéo qui a fait du coup maintenant plus d'1 million de vues Ouais. sur la négociation, j'ai beaucoup plus de gens qu'avant évidemment puisque j'ai un grand public qui m'envoie des messages et ça me fait vraiment plaisir parce que les messages c'est systématiquement
Enfin, j'ai déjà eu des mauvais commentaires, mais j'ai jamais eu de mauvais messages en message privé, quoi. C'est systématiquement des gens qui disent je me retrouve dans ce que tu fais, je suis content, tes vidéos me motivent et je trouve ça super, tout simplement. C'est ça Ah, qui motive. alors, on va parler un peu plus tard de ce que tu vends sur ta chaîne, et je pense que c'est assez original, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui vendent ce genre de choses. Mais juste avant, je voudrais encore rester un peu sur le thème de tes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos que tu fais qui sont un peu des vidéos de, je sais pas comment on pourrait dire, mais un peu de brisage d'ego, où genre tu vas te mettre dans des situations, par exemple la vidéo des 30 rejets en 24 heures, c'est ça? C'est ça. C'est dur, genre tu sors dans la rue avec des défis, genre aller chez un toiletteur pour chien, lui demander de te toiletter, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ça fait presque, moi c'est genre le truc que ça m'est presque, j'ai même pas envie de voir la vidéo en fait, parce que je me dis ah ça va me faire mal à l'aise, ça va me mettre mal à l'aise. C'est comme les vidéos des mecs qui vont faire de la drague de rue et qui vont se faire rejeter. Moi c'est vraiment des trucs j'ai de l'empathie pour les types, et ça me fait mal presque de voir ça. Est-ce que faire ces vidéos de brisage d'ego, tu vois une vraie plus-value ensuite dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait à force de te péter ton ego, que tu n'aies plus d'ego Ouais. et que en fait tu te sentes comme une merde à la fin de la journée, quoi? Ouais, ouais. Alors, faut voir qu'une des lignes directrices, même si ce n'est la plus grande ligne directrice de ma chaîne, c'est une idée assez nietzschéenne du surhomme, Ouais. dont je parle, puisque maintenant, à la fin de mes vidéos, je dis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau pas vers le surhomme. Et je suis vraiment dans cette dynamique que, du coup, a un petit peu expliqué Nietzsche dans l'idée de la transcendance des valeurs qui aujourd'hui sont mortes, par exemple, quand il parle de la mort de Dieu, et du surhomme qui doit créer ces nouvelles valeurs. J'aime vraiment cette dynamique de toujours s'améliorer et de chercher à augmenter son pouvoir, ses capacités, d'une certaine manière, j'assume, hein, son pouvoir sur le monde. Et pour moi, quand on n'est pas capable de faire quelque chose, eh bien, d'une certaine manière, il y a un pouvoir qu'on n'a pas. Même si ça peut paraître bizarre, quand on n'est pas capable d'aller chez un toiletteur et de dire est-ce que tu pourrais me toiletter les cheveux, bah, d'une certaine manière, c'est un truc qu'on peut pas faire. Et peut-être qu'un jour, on va avoir une situation, on va devoir oser, Ouais. et là, on n'arrivera pas à oser. Peut-être qu'à un moment, va falloir oser aborder quelqu'un qui est très sollicité, qu'on n'ose pas du tout aborder parce que c'est un peu une Ouais. star dans son domaine, Je parce qu'on a comprends. envie de conseils, parce qu'on a envie d'avoir une collaboration avec cette personne, et qu'en fait, on va pas le faire parce qu'on s'est pas habitué au rejet. On s'est pas habitué à ce que quelqu'un vous dise non, tout simplement. Et moi, c'est ce que je me dis. Du coup, je me dis, quitte à s'habituer au rejet, par exemple, autant directement faire une vidéo où je me fais rejeter. Ouais. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurais plus aucun problème. Et c'est exactement la même chose qu'on apprend dans la drague de rue, puisque j'ai pas beaucoup parlé de drague de rue sur ma chaîne, j'en ai même pas encore parlé. Mais en drague de rue, le premier truc qu'on t'apprend, c'est qu'on te dit, bah, en fait, c'est le rejet qui te fait avancer, parce que pourquoi est-ce que la majorité des mecs ne draguent pas dans la rue? Parce qu'ils ont peur du rejet. Parce que c'est la chose, c'est dur humainement d'avoir une fille ou un mec qui te disent non, quoi, qui te mettent un stop. Le truc, c'est qu'une fois que tu acceptes ce stop, une fois que tu acceptes que, bah oui, on peut te dire non, en fait, tu te sens beaucoup plus libre. Et du coup, c'est le moment où tu vas complètement te sentir libre à aborder qui tu veux, qui te Et plaît, en toi, tu as fait. vraiment ressenti cette liberté en plus après ces défis? Alors, sur le défi des rejets, bah, j'avais déjà fait quelques trucs comme ça avant, mais ouais, je ressens vraiment cette liberté. Ensuite, par contre, le truc, c'est qu'elle reste pas forcément pendant longtemps. Ouais. C'est un truc qu'il faut faire souvent. Il faut s'entraîner, quoi. Voilà, exactement, il faut s'entraîner. Là, après les 30 rejets, je me sentais super libre. Je pouvais aller voir n'importe qui dans la rue et leur dire des trucs bizarres. Maintenant, quelques jours plus tard, voilà, j'avais pas autant d'effets. Et aujourd'hui, ce serait encore dur pour moi de faire ça. C'est pas du tout un truc qui libère sur le long terme. Mais je pense que c'est des exercices qui permettent de grandir, en fait, et d'augmenter son pouvoir, parce que ça te permet d'augmenter ta liberté. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Nietzsche. Moi, c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais je sais que dans votre groupe de vidéastes, vous en parlez beaucoup. Comment tu l'as découvert? Et moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois, tout l'aspect développement personnel, c'est un peu ésotérique parfois, tu vois, et c'est pas forcément super concret, c'est pas forcément super scientifique, encore moins littéraire. Et le fait d'avoir cette approche qui est toujours une forme de développement personnel, mais de la baser sur quelque chose de beaucoup plus français presque, tu vois, qui est la littérature, les arts, etc., que Nietzsche peut très bien incarner. Moi, ça m'intéresse. En plus, j'ai découvert Nietzsche grâce à vous et j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait. Et moi, j'avais une vision complètement erronée de Nietzsche parce que pour moi, Nietzsche, c'était le gars qui est complètement fataliste, qui déteste la vie, qui pense que voilà, c'est le cynique, tu vois. Pour moi, c'était le cynique. Et en fait, je me suis aperçu en m'intéressant au personnage, alors tu me diras si je me trompe, mais que c'était au contraire, justement, sa philosophie, c'était de chasser en fait cette part cynique de nous pour Totalement. essayer de construire sa volonté de puissance et d'essayer d'assumer ce qu'on avait d'humain en nous, ce qu'on avait d'animal en nous, et
Et en fait, c'était une démarche qui rentre vachement dans le truc de développement personnel, tu vois. Totalement. Donc comment tu as découvert d'où ça vient, tout ça? Ça m'intéresse vachement. Alors, du coup, moi, comment j'ai découvert Nietzsche, j'ai commencé un petit peu en lisant, je sais plus exactement d'où ça m'est venu, Ouais. mais ensuite on l'a beaucoup découvert à trois, du coup, avec Missor et Barbare Civilisé, et je l'ai aussi beaucoup découvert grâce à Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien qui en parle beaucoup, et qui lui aussi crée un petit peu ce sorte de développement personnel nietzschéen, Hmm. dans le sens où ce qu'il dit, c'est beaucoup de développement personnel, c'est tiens trois doigts, range ta chambre avant de vouloir changer le monde, c'est-à-dire en fait, d'abord essaye de garder l'ordre localement dans ta chambre et ensuite tu verras si tu peux ordonner le monde. Mais tant que tu peux pas forcément garder l'ordre dans ta chambre, peut-être que tu n'es pas encore légitime à essayer de changer le monde. Et, euh, et ça m'a fait découvrir Nietzsche et du coup j'ai l'impression que beaucoup de gens ont cette vision erronée de Nietzsche. Ils ont cette vision du Nietzsche nihiliste parce qu'on associe le mot nihiliste à Nietzsche, Oui, puisque c'est lui qui a beaucoup diagnostiqué le nihilisme. Mais en fait, Nietzsche, c'est le médecin qui diagnostique c'est ça. le En fait, il le nihilisme. combat, le truc. Exactement, Ouais. il le combat. Plus précisément, en fait, quand il parle de nihilisme, pour lui, le nihilisme, c'est la négation de la réalité, la négation du Ouais. monde. C'est-à-dire que lui, à l'époque, il voyait le nihilisme dans le christianisme qui nie le monde matériel qui existe vraiment pour dire « Ah mais de toute façon, c'est pas grave si tu vis une vie mauvaise parce que plus tard, tu iras au paradis. » C'est ce qu'il appelle un arrière-monde. Plus tard, des gens ont vu ça dans le communisme, parce que le communisme te dit c'est pas grave si là tu es dans un camp de concentration, quoi, tu es dans un goulag. Plus tard, il va y avoir la dictature du prolétariat qui sera parfaite. Et Nietzsche, je pense, s'il avait vécu, parce qu'il a un petit peu prédit le communisme, mais s'il avait vécu à l'époque du communisme, il aurait vu ça comme une sorte de religion nihiliste, parce qu'elle nie le réel. Et aujourd'hui, moi j'ai eu l'impression d'avoir vécu ça avec les jeux vidéo. C'est encore un autre sujet, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo pendant mon adolescence. Et si je suis aujourd'hui aussi révolté contre les réseaux sociaux, contre l'addiction aux écrans, contre aussi la passivité des jeux vidéo, même si j'ai rien contre faire quelques parties parfois, c'est que j'ai l'impression en fait d'avoir été un nihiliste et d'avoir préféré un monde virtuel au vrai monde, parce que j'ai des clairs souvenirs de moi qui était adolescent, qui était à l'école et en fait qui me disait tout ce que je veux c'est rentrer chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Ouais. Non pas parce que ce serait une sorte de détente, mais vraiment parce que ma vie dans les jeux vidéo est meilleure que ma vraie vie. Donc j'étais en train de nier ma vraie vie et le vrai monde en fait d'une certaine manière. Et, euh, et, euh, et du coup voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont cette vision de Nietzsche qui finalement serait un nihiliste. Alors que ce que Nietzsche explique, c'est que le nihilisme passif, il lutte en fait contre le nihilisme passif et il prône plutôt une transcendance du nihilisme de l'homme qui arrive à une époque où il n'y a plus de grande religion qui a autant de contrôle qu'avant, mais qui arrive à se créer son propre sens à travers le surhomme, ce qu'il appelle le surhomme, donc en fait se créer ses propres valeurs et transcender sa condition humaine pour créer en fait son propre sens lui-même, quoi, tout simplement. Ouais, c'est super intéressant. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, notamment chez les jeunes hommes, il y a vraiment ce besoin. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le nihilisme a atteint un point trop important dans notre société et qu'on fait un rejet, mais il y a ce besoin de remettre du sens, de remettre des valeurs. Tu vois, aujourd'hui, c'est peut-être que la vie aussi manque de saveur, tu vois, manque d'action, manque de douleur aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, quand tu grandis, il n'y a plus de service militaire, et il n'y a plus beaucoup de choses vraiment difficiles, vraiment inconfortables, et ce qui fait qu'on a un peu peut-être un sens de vide. Est-ce que justement, moi j'ai le sentiment que le succès énorme de Jordan Peterson est un peu basé là-dessus, parce que des mecs comme toi et moi, en fait, on est typiquement dans sa cible, on va se dire, ouais, enfin quelqu'un qui me dit des trucs, enfin quelqu'un qui me valorise en fait en tant qu'homme, qui me donne, qui m'attribue de la valeur et qui m'explique que je peux créer quelque chose de grand, que je peux être ambitieux, que j'ai le droit. Dans une société, on a un peu l'impression que les voix qui s'élèvent sont étouffées et que l'ambition c'est devenu un gros mot et qu'il faut se faire tout petit, surtout en tant qu'homme. Tu vois, il y a un peu un truc de les hommes sont les oppresseurs, donc il faut l'homme blanc typiquement, tu vois, donc il faut ne plus exister. Et donc il y a un peu cette revanche un peu des jeunes hommes blancs qui sont vraiment typiquement dans la cible de Jordan Peterson de non mais je veux exister, je veux avoir un truc à dire, je veux être ambitieux, je veux être fier, je veux retrouver ma fierté masculine en fait. Est-ce que tu ressens aussi ce truc-là? Comment tu l'expliques toi? Alors je ressens totalement ce dont tu es en train de parler, je me rejoins complètement dans ce que tu dis, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Jordan Peterson, il explique lors de ses conférences que à la fin de ses conférences, tous les gens qui viennent le voir, la majorité sont des jeunes hommes en fait, qui ont l'impression qu'on leur a menti. Parce qu'on leur dit, en gros, tu ne peux pas, ce que Nietzsche appellerait assumer ta volonté de puissance, c'est-à-dire
vouloir croître toi-même, ils ont l'impression d'être vus comme des oppresseurs et surtout, on leur vend toujours la liberté sans responsabilité en fait. Et Jordan Peterson, il explique justement, et c'est ça pour moi qui est très intéressant chez lui, que le sens est vraiment proportionnel à la responsabilité qu'on prend. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie dans laquelle on est entièrement libre, mais on n'aura pas de sens précis parce qu'on suit tout le temps nos instincts, notre hédonisme primaire, on ne va pas aller chercher quelque chose de plus. Et ce qu'il explique justement, c'est qu'à partir du moment où on prend des responsabilités, on dit par exemple, je vais avoir un enfant. Un enfant, c'est une responsabilité énorme, c'est gigantesque. Euh, Peut-être que je vais avoir un travail dans lequel je vais avoir beaucoup de responsabilités, peut-être que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et là ça va être compliqué parce que je vais avoir des clients et je vais devoir fournir un produit. Et bien à partir de ce moment-là, bien sûr on a moins de liberté. Parce que on peut pas peut-être sortir en soirée autant qu'on veut, on dépense de l'argent, mais on a un sens qui vient. Et ce sens, il n'a pas de prix. Parce que ce qu'explique aussi Jordan Peterson, et ce qui pour moi est dans la droite ligne de Nietzsche, c'est qu'il vaut mieux avoir une vie pleine de sens, mais de douleur, qu'une vie sans sens, mais dans les plaisirs quotidiens. Et c'est exactement ce que j'essaie de vivre, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes vidéos. Parce que dans mes vidéos, je dis, voilà, c'est peut-être pas agréable de faire du sport, mais ça a un sens, je vais m'améliorer moi-même. Et c'est aussi ce que j'ai vécu dans ma chaîne, puisqu'en fait, au tout début de ma chaîne, quand mes vidéos marchaient pas très bien, quand c'était compliqué pour moi de faire mes vidéos parce que ça prenait beaucoup de temps de montage et j'étais pas très motivé, concrètement, parfois, c'était désagréable. C'était vraiment désagréable. Il y a des vidéos au début de ma chaîne que j'ai pas aimé faire parce que je trouvais pas encore mon format, j'étais pas encore habitué à ce que je faisais, j'avais pas de retour. Mais ce que je me disais, c'est que ça a un sens. Je veux construire quelque chose qui va aider les gens et qui va donner du sens aux gens. Donc, je continue à le faire, point barre. Et concrètement, c'est grâce à cette pensée que j'ai continué ma chaîne, en fait. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as eu des modèles qui t'ont un peu poussé sur cette voie? Enfin, moi, je sais que mon père, par exemple, était quelqu'un d'assez exigeant envers lui-même, tu vois, sur ce qu'il mangeait, notamment sur la santé, sur le travail, sur l'argent, sur ce truc-là. C'était quelqu'un qui était assez exigeant, assez carré. Et ensuite, j'ai eu des mentors dans la vie ou des mentors virtuels, tu vois, genre des mecs comme Steve Jobs qui m'ont toujours inspiré parce que aussi, c'était des gens qui avaient une exigence extrême, qui étaient connus pour ça. Et donc pour moi, juste l'obéissance à son hédonisme pur, de juste aller, j'ai faim, je bouffe, j'ai soif, je bois, pour moi c'est un truc qui m'a toujours un peu me fait sentir mal. Je me dis, si je fais que faire ce que j'ai envie tout le temps, je me sens comme une merde à la fin de la journée. Et moi j'ai besoin aussi de me priver un peu, de me challenger un peu, de sortir de ma zone de confort de temps en temps. Alors pas de manière peut-être aussi extrême que toi tu le fais dans tes vidéos, mais c'est un truc que je ressens. Et c'est probablement parce que j'ai eu des modèles qui m'ont un peu poussé sur cette voie. Est-ce que toi de ton côté, tu as eu des modèles aussi qui t'ont plus fait pencher vers cette voie plutôt que vers la voie de faut profiter de la vie et pas trop se prendre la tête, tu vois. Mais complètement. Je ne saurais pas te citer beaucoup de modèles dans ma vie concrète de personnes que je connais parce que, évidemment, il y en a qui m'ont servi de modèle dans certains sens, mais ils ont tous des défauts, évidemment. Mais Jordan Peterson, par exemple, il a été plutôt un modèle pour moi dans ce sens-là. Il y a quelques autres modèles, par exemple Cisa Zike, qui, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une sorte d'explorateur qui allait au Costa Rica, qui explique tout ça dans ses livres, et qui se débrouillait tout seul, qui était totalement indépendant, qui, pour le coup, je pense, on pourrait vraiment avoir le débat de est-ce que c'est peut-être une des personnes qui a le plus approché le surhomme parce qu'il était totalement indépendant, il suivait ses propres règles, il faisait ce qu'il voulait, et il a créé des choses vraiment intéressantes. Et donc voilà, j'ai eu quelques modèles comme ça. Là, comme ça, je pense surtout à Jordan Peterson. Ouais. Mais je suis constamment inspiré par des gens qui arrivent à maintenir une discipline dans leur vie que la majorité des gens n'arrivent pas à maintenir. Je suis très inspiré par Joe Rogan, que du coup tu connais peut-être son podcast. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, Joe Rogan, il interview, à la base, il interview juste des gens. Donc, on fait pas trop attention à lui. On se dit, c'est l'intervieweur, c'est pas le plus important, parce que souvent, il y a des stars qui sont plus connus que lui. Et en fait, quand on l'écoute vraiment parler, parce qu'il parle pas tant que ça, mais quand il parle vraiment pendant ses podcasts, on se rend compte que c'est quelqu'un de très discipliné, qui travaille beaucoup pour ce qu'il fait, qui est très, très, très inspirant. Donc je pense que si je devais citer deux modèles pour ça, ce serait Joe Rogan et Jordan Peterson. Ouais, Joe Rogan, je me suis pas mal intéressé aussi récemment pour une formation que j'ai fait justement sur les interviews, sur l'art de conduire des interviews. Et pour moi, c'était probablement le meilleur intervieweur du monde parce qu'il arrivait à faire venir sur son plateau, tu vois, des politiciens, des mecs de gauche, de droite, des artistes, des entrepreneurs.
il avait une capacité en fait à les mettre en confiance et à les faire se sentir comme avec un ami qui moi me fascinait. Et j'ai essayé aussi de reprendre un peu ces trucs-là dans mes propres interviews parce que c'est vraiment un modèle pour moi d'intervieweur, quoi. C'est un gars qui a une capacité d'empathie exceptionnelle. Et peut-être, alors moi si j'ai un petit reproche peut-être à faire à cette mouvance que je connais mal encore une fois, donc je veux pas trop m'avancer, mais c'est que c'est quand même vraiment catalogué de droite, j'ai l'impression, politiquement. Et déjà, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des contre-exemples pour ça, j'aimerais bien les connaître. Et du coup, c'est associé, alors moi j'ai rien contre la droite, mais c'est associé parfois à des choses qui pour moi n'ont pas grand-chose à voir. Et j'aimerais bien savoir si toi tu as des critiques à faire sur cette pensée-là. S'il y a des choses parfois peut-être pour toi qui vont trop loin ou avec lesquelles tu n'es pas d'accord, et si politiquement peut-être je me trompe, c'est pas forcément catalogué de droite. Bah alors, Jordan Peterson, il est plutôt catalogué de droite parce que, à part voilà, ce qui est développement personnel, philosophie, il a fait des apparitions dans les médias et en fait, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est par rapport aux lois sur les transgenres, exactement, sur les transgenres et tout. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il est devenu connu. Moi, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Je m'intéresse pas énormément à la politique. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans Jordan Peterson, en fait, je l'ai connu par ça et puis j'ai essayé de creuser. En fait, on se rend compte que les lois sur les transgenres et ses apparitions, c'est vraiment la surface. C'est vraiment la surface parce que quand on regarde ses conférences, par exemple, on regarde Maps of Meaning, c'est 12 cours de 2 heures super intéressants sur l'histoire des religions, les cours les plus intéressants que j'ai jamais vus de ma vie, enfin que j'ai jamais regardé personnellement. On se rend compte que c'est vraiment la surface et que au fond, Jordan Peterson, il n'est pas si politisé. Il a une philosophie qui est claire, qui est inspirée de Nietzsche, de Dostoevsky, de Jung, mais il n'est pas si politisé. Et pour Joe Rogan, c'est pareil. Les gens cataloguent souvent Joe Rogan à droite, bien qu'il se définisse lui pas spécialement de droite. Il a même dit qu'il voterait pour Bernie Sanders aux élections, qui est typiquement vraiment le Mélenchon américain, si on peut comparer. Voilà, exactement. Il dit lui-même que... Et je pense qu'en fait, il est catalogué comme ça parce qu'il invite tout le monde sur son plateau. Parce qu'il invite, y compris des gens d'extrême droite, des gens de droite, des gens d'extrême gauche, parce qu'il veut parler avec tout le monde. Et aujourd'hui, à mon avis, il y a une certaine tendance à l'extrême gauche et à gauche de dire si tu donnes une plateforme à tout le monde, eh bien, tu es forcément avec eux, quoi. Tu es avec eux. Et donc, en fait, le fait que Joe Rogan invite des gens comme Stéphane Molyneux, comme... Alors que c'est un signe d'ouverture d'esprit, tu vois. Voilà, c'est un signe d'ouverture d'esprit. C'est justement, enfin, c'est un signe de modération, d'ouverture d'esprit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, justement, aussi, chez ce genre de gens. C'est que moi aussi. Ils acceptent de débattre avec tout le monde, ils sont ouverts à toutes les idées, ils ne s'enferment pas dans un camp. C'est ça aussi, moi, qui m'attire beaucoup, c'est qu'ils ne s'enferment pas dans un camp de dire « Ah non, moi, je suis dans ce groupe à eux et je ne parle pas avec les mecs d'en face. » Il a suffisamment d'ouverture d'esprit pour dire « Ok, dans ce camp-là, il y a des trucs qui m'intéressent, je prends. Dans ce camp-là, il y a des trucs qui m'intéressent, je prends. » Et d'avoir la nuance de dire je prends pas la facilité de prendre un package, mais je choisis dans chaque camp qu'est-ce qui m'intéresse. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup et je trouve qu'il manque peut-être un peu aujourd'hui. Et c'est vrai, peut-être surtout à gauche, où il y a un peu une police de la pensée, où genre si t'as le malheur, alors surtout aux États-Unis, où là je trouve que ça va vraiment trop loin, où si t'as le malheur, si tu parles avec un mec, t'es raciste, tu vois, parce que ce mec-là, tu vois, ça va vraiment trop loin. Et c'est dommage parce que on pourrait avoir des débats plus sains et beaucoup plus intéressants si on acceptait de parler aux gens qui sont pas d'accord avec nous, tu vois. Je suis totalement d'accord. Je vois exactement la même chose. Ok, et d'ailleurs Raj est un bon exemple aussi de ça. Moi je trouvais qu'il avait vraiment une ouverture d'esprit. Bref, on passe à la partie... Alors, on va continuer sur Nietzsche parce que ce que tu vends dans tes vidéos, et c'est vraiment drôle parce que tu vois, des youtubeurs qui font des placements de produits, il y en a beaucoup. Pour NordVPN, pour des services, pour des jeux, il y en a beaucoup. Des infopreneurs qui vendent des formations, du coaching, il y en a énormément. Mais des mecs qui vendent des bustes, des statues de Nietzsche et de Napoléon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je voudrais que tu me racontes comment on est arrivé à vendre ça, si ça marche, enfin tous les détails, quoi. D'accord. Donc en fait, quand mon ami Missor a déménagé à Nice, il a commencé à m'envoyer des messages en me disant je veux devenir sculpteur et tout. Donc moi, comme d'habitude, quand Missor me propose des trucs comme ça, je dis mais tu dis n'importe quoi, calme-toi. Parce que Missor a l'habitude de faire beaucoup de plans et par le passé, il les respectait pas toujours. Et donc je lui dis bon, parce que pour moi dans ma tête un sculpteur c'était Rodin quoi. C'était quelqu'un qui, je savais même pas que c'était possible de gagner sa vie aujourd'hui en tant que sculpteur. En fait, je pensais même pas à ça. Moi, quand je pensais à des business models, quand je pensais à monter une start-up, je pensais à des business sur Internet, je pensais à YouTube, je pensais à créer des logiciels, etc. Je pensais pas du tout à ce genre de choses. Et en fait, du coup, il a passé plusieurs mois à travailler sur ça. Puis il a fait sa première statue, du coup, qui est Nietzsche.
Et on a fait une vidéo sur sa chaîne en expliquant, voilà, il a fait niche, on l'a mis en vente. À la base, c'était à 100 euros parce que c'était le tout début. On s'était pas rendu compte qu'en fait, à 100 euros, c'est compliqué au niveau des coûts de production. Du coup, on n'a presque pas fait de bénéfice au début, mais bon, c'est pas ça le principal. Et en fait, on a eu une réponse vraiment beaucoup plus grande que ce qu'on attendait. Parce qu'on se disait, il y aura peut-être 5-10 ventes de personnes qui vraiment s'intéressent à niche. En fait, on a eu une cinquantaine de ventes au tout début sur les premiers jours. Donc, on était vraiment contents. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à créer sur ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Missor s'est concentré sur la production nouvelles statues. Donc lui, il fait vraiment le modelage, c'est vraiment l'artiste, quoi. Moi, je gère un peu plus la logistique. Donc ce qui est quels envois, quand est-ce qu'on les fait, je gère le site web que j'ai fait entièrement, je gère un petit peu toute la stratégie. Avec Missor et Simon, bien sûr. Et Simon, pendant pas mal de temps, s'est surtout occupé des moulages, enfin de couler. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la statue une fois, ensuite on fait un moule, et ensuite on coule du plâtre dedans pour en faire des reproductions, en fait. Et aujourd'hui, on a Simon et on a 2 autres amis qui nous aident du coup pour les reproduire, et pour le ponçage, ensuite pour les envois, etc. Vous en vendez combien par semaine à peu près? Alors là, actuellement, on en vend à peu près une dizaine par semaine. Sachant que c'est assez variable, puisque quand on fait des vidéos où on en parle, souvent ça monte. Parfois, il ne peut pas y avoir de vente pendant plusieurs jours. À 200 euros pièce, c'est ça? Ouais, 200 euros pièce. Et du coup, maintenant, vu qu'on a fait beaucoup de changements, on a augmenté les coûts de production, puisqu'en fait, maintenant, il va y avoir une patine, il va y avoir une boîte qui est différente, il va y avoir un nouveau site web, etc. Elles vont passer à 300 euros très bientôt. Donc, vous professionnalisez là-dedans. Ça fonctionne, vous y allez à fond, quoi. Ça fonctionne, on y va à fond. Et du coup, comme tu disais, c'est, on va dire, la première toute petite manière que j'ai trouvée pour monétiser ma chaîne, c'est que j'en ai parlé dans une vidéo, même dans 2 ou 3. Mais pour l'instant, moi, je voyais pas tant que ça comme des placements de produits, parce que c'est pas comme une marque qui m'aurait contacté. Je disais juste, bon, je fais ce projet avec mes amis, on fait ce truc. Si vous voulez avoir de l'art chez vous, c'est beau, ça va vous inspirer. Parce qu'en fait, derrière ce projet aussi, il y a une vraie volonté de remettre l'art au pinacle. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui dans l'art, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas forcément à notre vision du beau. Moi, de ce que je vois de l'art contemporain, je comprends qu'il y a des concepts qui peuvent être très intéressants derrière, mais concrètement, la plupart, je trouve ça vraiment laid. Oui, je suis plutôt d'accord. Donc, ce qu'on se dit, c'est en fait un peu à la manière de Nietzsche qui se construit à rebours des idées modernes. Construisons-nous à rebours de cet art contemporain qui ne nous plaît pas forcément, en disant on va faire une statue de Nietzsche qui est belle, parce que techniquement, bon, c'est pas à moi de dire ça, c'est aux gens s'ils le pensent, mais c'est quand même une statue qui est assez esthétique, et mettons-la quelque part dans notre chambre, dans notre maison, pour qu'elle nous inspire. Et en fait, c'est un peu la vision que j'ai quand je regarde mon Nietzsche qui est dans mon étagère, c'est je vois Nietzsche qui me regarde, qui me juge un petit peu d'une certaine manière, positivement, tu vois, et qui se dit, donc là il est derrière en l'occurrence, et qui se dit... C'est vrai qu'il a une tête t'as un peu l'impression qu'il te juge. Ouais, c'est ça, il te regarde, un peu, parce qu'il regarde de bas comme ça, et c'est pour ça que c'est bien de le mettre en hauteur du coup, parce qu'on voit bien, et en fait, Jordan Peterson, il explique notamment pourquoi est-ce que c'est important d'avoir au moins une œuvre d'art chez soi, au moins une, parce que c'est une sorte de marque du transcendant, c'est quelque chose qui n'est pas utilitaire, c'est pas comme de l'argent, c'est pas quelque chose d'utile en fait, c'est quelque chose qui te rapproche d'autre chose. Et c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Alors ça me fait penser à, je sais pas si tu connais l'auteur Ryan Holiday. Bien sûr. Et donc lui, il est vraiment dans le stoïcisme, c'est un peu sa thématique, et il avait lancé un produit qui était, bon, c'est un gars qui vend des bouquins et tout, puis il avait lancé un produit, en fait c'était une pièce, une pièce de monnaie avec marqué Memento Mori dessus et un crâne pour te rappeler en gros dès que tu voyais la pièce que tu allais mourir, tu vois. Très stoïque. Et c'est un truc à la con, tu vois, c'est genre un goodies comme les pièces que tu fais imprimer à la Monnaie de Paris, là où tu tires le truc et puis tu sors ta pièce. Et en fait ce truc là ça avait bien marché, moi je l'avais acheté, tu vois, je sais même pas pourquoi, mais juste je l'avais acheté, ah cool, une pièce et tout ça. Et je me dis, en fait, ce genre de trucs qui peuvent paraître, au départ, tu te dis, ouais, mais ça va pas vraiment si bien marché et tout. En fait, ça peut vraiment cartonner. Alors, je compare pas ça à l'œuvre de Missor, parce que moi, je considère que c'est vraiment une œuvre, c'est quand même différent, tu vois. Mais tu vois, l'idée de sortir un objet, en fait, qui a une symbolique, qui vient rappeler le message de ta chaîne ou de ce que tu fais, de ton travail, c'est génial en fait, parce que les gens ils ont envie d'avoir ça, t'as envie de le posséder en fait, t'as envie de posséder quelque chose de physique, de matériel qui te rappelle ce en quoi tu crois et les valeurs que tu as.
Et donc, moi, j'ai tout de suite été séduit. Moi, je voulais en acheter une. Bon, tu m'as offert, c'est super gentil, mais j'allais en acheter une parce que j'ai tout de suite été séduit quand vous avez vu que donc, vous avez fait un. Donc, Missor a fait Nietzsche, ensuite, il a fait Napoléon. Et donc, voilà, si tu t'intéresses à ces personnalités-là, ça fait complètement sens. Et puis en plus, il y a tout l'aspect, genre tu l'as pas acheté, tu vois, tu l'as pas acheté sur Amazon, quoi. C'est un créateur que tu suis, qui est pas forcément très très connu, qui en a parlé, machin, et t'es peut-être allé le chercher, tu connais le sculpteur. Il y a tout un côté, toute une histoire qui va avec. Et donc je pense que c'est vraiment, en vrai, c'est un business model qui est complètement sous-estimé par les youtubeurs. Aussi parce que ça demande évidemment un effort, c'est pas forcément les compétences qu'on a. Moi, je serais incapable de faire ça, par exemple, mais qui peut en vrai très bien marcher. Et c'en est la preuve, et c'est une bonne idée. Bon, maintenant, vous êtes trois, évidemment, c'est peut-être pas encore suffisant pour en vivre, mais je trouve ça bien que vous poussiez dans cette démarche. Bah, c'est vrai que c'est le placement de produit, entre guillemets, c'est la merch, en fait, c'est la Ouais, merchandising c'est ça. la plus cohérente. Parce Ouais. que moi, j'aurais jamais voulu faire des t-shirts, des mugs, des casquettes, des trucs comme ça. Il y a quelques youtubeurs qui font ça ou qui lancent Ouais. des marques de vêtements. Dans ce cas-là, c'est un peu plus légitime parce qu'ils lancent vraiment leur marque. Mais ça m'intéresse pas concrètement de faire de la monétisation qui me correspondent pas vraiment parce que quelle est la valeur ajoutée de quelqu'un qui va acheter un t-shirt ou quelque chose comme ça? Alors que là, l'avantage de ça, c'est que ça place vraiment quelque chose dans la maison de quelqu'un, Ouais. quelque chose qui a un sens, et la personne va pouvoir voir ça et associer ça à du sens. Parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde qui connaissent pas aussi bien Nietzsche ou qui s'intéressent pas autant à Nietzsche, mais moi quand je regarde Nietzsche, je me dis ok, il y a quelque chose qui se passe quoi. Ouais. Il y a tout un aspect en plus, j'imagine, bouche à oreille, parce que les gens qui achètent ça, c'est pas forcément des gens qui ont déjà l'habitude d'avoir beaucoup d'œuvres d'art chez eux. C'est peut-être la première pour beaucoup de gens, Mm. et ils vont Ouais. la voir dans leur salon. Leurs potes, ils vont venir pour une soirée, ils vont dire mais c'est quoi, où est-ce que tu l'as trouvé, Mm. c'est cool. Et puis la personne va pouvoir expliquer, va pouvoir raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière. Et en plus, bah, vous, ça vous fait de la pub, puisque les gens vont dire ouais, vas-y, achète-en un, c'est Missor qui les fait, machin. Totalement, ouais. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi, il y a tout l'aspect bouche à oreille qui doit bien marcher. Carrément. Bah, les gens commencent déjà à en parler entre eux et je trouve ça super. Est-ce que, alors, toi à la base, je connais pas du tout ton parcours, je sais pas si tu faisais des études, quelles études tu faisais. Qu'est-ce que, c'était quoi ton but? Alors, c'est peut-être toujours le cas, mais quel est le métier que tu comptais faire à la base quand tu t'es lancé dans tes études, si tu as fait des études? Et ensuite, qu'est-ce que aujourd'hui tu voudrais faire peut-être si tu veux monter un truc autour de ta chaîne? Alors, mon parcours à la base, c'est que donc j'étais plutôt bon au lycée et j'ai fini Ouais. par faire Sciences Po, donc je suis rentré à Sciences Po Paris. Et en fait, je me suis pas énormément plu à Sciences Po. Les cours de Sciences Po m'apprennent quelques trucs, mais l'environnement à Sciences Po, je le trouve assez politisé. Je trouve que c'est souvent beaucoup dans le paraître. C'est beaucoup dans le carriérisme, dans le sens où la plupart des gens intéressés par la politique que j'ai rencontrés à Sciences Po sont pas tant que ça intéressés par les idées politiques, mais se disent plutôt bon bah en fait je vais juste aller dans le parti Ouais. qui Ils gagne, veulent se qui placer, quoi. marche. Ouais. Voilà, comme ça je vais faire une carrière quoi. Et il y en a, c'est vraiment que l'aspect carrière, il y a même pas vraiment trop de pensée derrière. Et en fait, je me suis pas trop plu à Sciences Po. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer à Sciences Po, j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai commencé à passer la majorité de mon temps sur cette chaîne YouTube et juste à aller au cours de Sciences Po, mais en faisant d'autres trucs sur mon ordi. Et pourquoi t'es allé à Sciences Po? Qu'est-ce qui t'intéressait? C'était la politique? Bah, en fait, c'est un peu une voie. C'est un peu une voie par défaut, entre guillemets. C'est bizarre de dire ça pour Sciences Po, parce que c'est quand même une C'est bonne clair. école. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Je me disais, ouais, je m'intéressais un peu à la politique. Les Et mecs je me savent pas trop disais- ce qu'ils veulent faire, ils font une fac de lettres, ils vont Ouais. pas à Sciences Po. Bon, Oui, je sais pas, c'est vrai. allez, C'est on va vrai. voir. Mais je me disais, bon voilà, j'ai été pris, donc j'étais Ouais. content. Et au final, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui me plaît. Je pourrais évidemment ensuite faire un master à Sciences Po, parce que là, du coup, je suis en troisième année donc de licence, donc de bachelor. Je pourrais faire un master à Sciences Po, puis travailler voilà, dans un grand cabinet ou je sais pas quoi, ou même si je me débrouille bien dans un ministère quelque part. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un truc qui m'intéresse. Donc, ce que je compte faire, c'est si ma chaîne me permet d'en vivre, d'arrêter les études à partir Ouais. de l'année prochaine, en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en cours en ligne et en fait, je rattrape les cours rapidement. Ouais. Du coup, là, par exemple, je suis pas allé à un seul cours depuis le début de l'année. Et là, je suis en train de les rattraper le plus vite possible avant les premiers examens. Mais ça me prend pas beaucoup de temps dans le sens où en fait, je passe toute ma semaine sur ma chaîne et sur du coup le business des statuts. Et je passe en gros, je passe juste un petit peu de temps en fait à rattraper quoi. Et là récemment, j'ai passé une semaine, j'ai tout rattrapé super vite. Et, euh, et du coup, je compte en fait pour simplement m'enlever cette charge qui me sert pas à grand chose, arrêter les études et réussir à vivre du business du coup qu'on fait avec les statuts et de la chaîne. Et du coup, pour en venir à la chaîne, en fait, je l'ai
pas encore monétisé d'aucune manière pour l'instant. T'as même pas la pub YouTube dessus. Il y a la pub YouTube, je l'ai rajouté il y a quelques jours là, mais j'y avais même pas pensé avant, ça m'intéressait même pas. Mais de toute façon, c'est tout petit. Ouais, mais ça tu sais que c'est rapporte pas vraiment si petit que grand-chose. ça parce qu'il y a des thématiques dans lesquelles ça rapporte pas mal. Alors ça dépend des thématiques, mais si par exemple tu parles de finance ou d'argent, ce genre Ah de ouais, trucs, les pubs peuvent te rapporter beaucoup plus que si tu fais du divertissement. ok. Et donc par vidéo, alors t'as une vidéo qui a fait 1 million de vues, typiquement. Si c'est, alors je sais pas par rapport à tes thématiques combien ça aurait pu te rapporter, mais ça aurait pu faire plusieurs milliers d'euros, tu vois, peut-être 5 000, Hmm. voire 10 000, tu vois, c'est dans une bonne thématique. Donc c'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est vrai. Bah, je suis pas trop dans des thématiques comme la finance. Oui, ça je sais, mais Euh, bon, il faut essayer, tu vois. Ouais, bah, concrètement, je pourrais essayer. Je pense que la monétisation de YouTube avec les pubs me fera un petit revenu, Hmm. mais concrètement, je cherche, j'ai pas encore trouvé ce moyen, mais je cherche un moyen de créer quelque chose qui puisse me permettre d'en vivre et de me mettre à 100% sur ma Ouais. chaîne et de me faire un revenu quoi, qui me permette d'en vivre totalement. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé ça parce que bah, y a plusieurs possibilités. Peut-être faire comme toi des formations, même si je pense que ça me correspondrait pas trop. Peut-être faire un groupe privé sur Discord. J'ai réfléchi à tout ça, mais pour l'instant, je veux vraiment pas me hâter parce que je veux vraiment faire quelque chose qui apporte quelque chose aux gens. Ouais. Je veux pas lancer un groupe sur Discord, par exemple, où il faudrait payer pour être si je suis pas sûr de la valeur que je peux apporter aux Hmm. gens. Je veux faire ça que si je suis sûr que les gens sur ce groupe, ils vont pouvoir s'entraider, on va pouvoir faire des défis ensemble, ils vont pouvoir, peut-être on va faire des vidéos, un truc qui soit vraiment intéressant et que les gens soient pas déçus en fait. Et c'est pour ça que pour l'instant, même si toi, du coup, tu es plutôt, j'ai l'impression, du style à vouloir monétiser et à dire à créateur monétiser votre contenu, ce qui est vrai, hein, tu as raison de faire ça. Mais pour l'instant, je suis un peu réticent. Je préfère trouver vraiment la bonne manière Ouais, ok. plutôt que de lancer une manière de monétiser qui me correspondra peut-être pas sur le long terme. Le premier truc, le seul petit truc en plus des statuts que j'ai fait récemment, c'est que j'ai un ami à qui je parlais, qui me posait des questions depuis longtemps sur YouTube, parce que lui il a une petite chaîne et donc il me posait des questions et donc je lui répondais à chaque fois comme ça gratuitement et je lui donnais des conseils pour sa chaîne et il m'a dit bah, plutôt que de me donner des conseils comme ça par message, pourquoi est-ce qu'on se verrait pas 2 heures et tu me fais une sorte de coaching privé, quoi, une sorte de formation ou rémunérée où tu m'expliques tout ton process et donc je lui ai fait bah bien sûr. Donc je réponds aux messages comme ça. Parce que voilà, ça me fait un petit revenu. Pour l'instant, j'en ai fait juste une, mais je vais en faire quelques-unes, quelques autres. Mais voilà, c'est pas un revenu très grand et j'ai pas encore trouvé la manière que Ouais. j'utiliserai sur le long terme quoi, pour vivre de cette chaîne. Ah, tu sais, déjà, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, euh, construire son audience et bâtir sa philosophie, ça vaut plus qu'un diplôme. Et ça, j'en suis convaincu. Et tu le vois, en fait, il y a tellement de gens aujourd'hui qui commencent à vivre de ce qu'ils ont construit. Parfois, ils ont mis des années à le construire sans gagner un centime. Et quand ils lancent une offre, ils se rendent compte que ça marche et que les gens, en fait, attendaient que ça. Et donc, construire une relation de confiance avec ton audience, prendre le temps de faire ça, prendre le temps aussi de construire tes idées, ta philosophie, de montrer aux gens que c'est ta philosophie à toi, de l'associer à ta personnalité, à ta marque. Déjà, tout ça, même si jusque-là, tu vends rien ou tu vends pas beaucoup, c'est déjà beaucoup de valeur qui est produite. Exactement comme si tu veux passer un diplôme, tu passes 5 ans à bosser, tu gagnes pas un centime pour ensuite gagner de l'argent. Mm. Donc pour moi déjà, c'est une démarche. Enfin, moi j'ai aucun souci sur le fait que si tu veux vraiment vivre de ta chaîne, tu peux y arriver, tu vois, sans problème. Tu as un positionnement, tu as une audience qui est intéressée, tu as des vidéos qui font beaucoup de vues en plus, et puis tu as une vraie. Tu es en train de développer une expertise sur certains sujets et tu as une vraie thématique. C'est pas juste tu fais les vidéos qui marchent en ce moment, c'est une vraie quand même ligne directrice, une thématique, une philosophie derrière. Maintenant, il y a une chose qui, je pense, est un petit peu difficile. Par exemple, alors ça dépend ce que tu vends. Je pense que tu vends, par exemple, en ce moment, ça pose aucun problème. Mais si tu voulais vendre, par exemple, des formations en ligne ou du coaching, ça demande, et c'est ça peut-être la difficulté, je pense que c'est une difficulté qu'on ressent un peu tous les coachs, tous les formateurs, c'est ça demande d'avoir une certaine autorité, un peu comme un professeur, tu vois. Et ça veut dire que tu dois être sûr de ce que tu dis, tu dois avoir une certaine confiance en toi quand tu parles. Sauf que, évidemment, quand tu es jeune et que tu découvres, c'est difficile en vrai d'avoir cette confiance en soi. Alors moi, quand je me suis lancé, j'avais 17 ans et je le forçais un peu ce truc-là, de dire ouais, ça je l'ai découvert, j'en suis sûr, ça marche, machin. J'avais une espèce d'audace de mec de 17 ans qui pense tout savoir, tu vois. Et finalement, ça a plutôt joué en ma faveur. Mais c'est vrai qu'on se rend compte après qu'on ne sait pas tout, qu'on peut avoir des doutes sur certaines méthodes qu'on utilise. Mais si on en parle trop à notre audience ou si on est trop dans l'expérimentation, notre audience, au bout d'un moment, risque de se dire en fait, bon, bah, c'est un spécialiste de rien, il n'est pas expert, et donc plutôt acheter chez la concurrence. Donc, ça, si tu vends de la formation,
Il faut trouver le moyen de se positionner au moins sur un sujet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être le sujet de faire des vidéos YouTube de qualité. Ça, c'est un truc sur lequel tu es en train de construire ton autorité là-dessus. Parce que tes vidéos, elles sont vraiment bien. Donc, peu importe le sujet, mais il faut qu'au moins sur un sujet, sur le sujet desquels tu vends des prestations ou des formations, les gens te perçoivent comme un expert et comme quelqu'un qui sait. Comme quelqu'un qui sait et qui est sûr de lui. Ça, je pense que c'est important. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de business models possibles. Il y a des mecs qui récoltent des dons, qui font du Tipeee. Alors, ok, ça rapporte pas autant que vendre des produits, mais ça peut rapporter quand même largement suffisamment pour vivre. Peterson, il fait quoi? Il fait genre 50 000 balles par mois juste avec les dons, tu vois, juste avec les dons. C'est un truc de fou. Et à côté, ils vendent plein d'autres trucs en plus. Ça peut être des groupes de conversation ou des forums, ça peut être intéressant, tu vois, dans ta thématique où il y a vraiment cet échange, où tu n'es pas tout seul à parler, où les gens ont des expériences aussi à partager. Ça peut être vendre des produits physiques ou du merch. Ça peut être, j'en sais rien, faire des collaborations ou se faire sponsoriser, c'est ce que font la plupart des youtubeurs. Et aujourd'hui aussi, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Je sais pas si tu te souviens, mais genre les premiers youtubeurs qui faisaient des placements de produits, ils le disaient même pas. Et si ça avait le malheur de se découvrir, les mecs, c'était limite la fin de leur carrière. C'était une polémique de fou. Aujourd'hui, la moitié des vidéos YouTube que tu regardes de gros youtubeurs, il y a un placement de produit. Sinon, les mecs se font même pas chier à faire une vidéo. Tu vois, des placements de produits partout. Et c'est bien payé parce qu'aujourd'hui, les marques ont conscience de plus en plus. Et il faut négocier un peu, tu vois. Mais les marques ont conscience de plus en plus que les youtubeurs transmettent une valeur confiance qui est beaucoup plus importante qu'une pub à la télé, par exemple. Donc moi, juste pour te dire, voilà, je vais pas te dire ce que tu dois faire, mais en tout cas, je suis confiant sur le fait que tu peux largement en vivre, à mon avis, même dès maintenant, si c'était ton objectif. Maintenant, évidemment, il faut bosser sur tout ce qui est branding, marketing, se positionner peut-être plus clairement sur certains sujets, développer peut-être des méthodologies ou des choses vraiment qui t'appartiennent. Mais moi, j'y crois vachement, quoi. Je suis assez d'accord et du coup je suis assez content que tu dises que je pourrais en vivre dès maintenant, même si aujourd'hui je le fais pas encore. Je pense que les formations du coup c'est peut-être pas très adapté à ce que je veux faire parce que j'aimerais bien continuer à expérimenter sur des sujets que je connais pas et du coup ne pas forcément avoir cette image du maître, de celui qui maîtrise son sujet, de celui qui connaît, parce qu'en fait ça m'intéresserait pas tant que ça de simplement expliquer des choses que je sais parce que je suis sûr de les avoir appris. J'aime bien expérimenter et je pense que mes nouvelles vidéos qui vont être des défis 30 jours, 7 jours ou 24 heures vont être encore des défis sur des sujets que je ne connais pas en fait pour que j'apprenne. Parce qu'aussi ce qui m'intéresse dans mes vidéos c'est de faire une bonne vidéo mais c'est aussi d'avoir une expérience qui me plaise. Et ce que je me dis en prenant du recul, c'est non seulement dans quelques années, je me verrai là maintenant, je me dirais ok j'ai créé plein de vidéos, mais surtout j'ai vécu plein d'expériences. Ouais, et puis tu apprends énormément. Exactement. C'est super formateur. J'ai surtout appris. Et c'est pour ça que je pense pas que les formations c'est forcément adapté avec l'archétype, la vision que je veux avoir. Parce que, à part peut-être, c'est vrai, le seul sujet ce serait faire des vidéos sur YouTube. Parce que là du coup, c'est vrai que c'est un truc où je commence à m'y connaître. J'ai énormément de choses à apprendre, je le vois sur la narration, mais je commence déjà à comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment on propose de la valeur, comment on fait en sorte que les gens restent au fil de la vidéo sans mettre des petites annotations en mode rester jusqu'à la fin, il y a un truc, mais en faisant une histoire qui fasse que on est au début, on a envie de savoir la résolution. Ça, c'est peut-être le seul sujet sur lequel vraiment je pourrais être une sorte d'expert. Moi, je me suis toujours dit, si Casey Neistat avait lancé une formation sur comment faire des vidéos comme Casey Neistat, mais je pense que le mec aurait fait rentrer 10 millions d'un coup sur son compte bancaire. Quoi. Ah, forcément. Genre, il y a tellement de gens, surtout à l'époque de ces vlogs quotidiens où c'était vraiment populaire, il y a tellement de gens qui le copiaient et qui s'en inspiraient. Moi-même, je faisais des vlogs et je m'en inspirais beaucoup. Il y a tellement de gens qui reprenaient les mêmes musiques, le même style. Ce gars-là avait vraiment une capacité à inventer quelque chose de fascinant qui faisait que je pense qu'il aurait pu vendre sa formation. Alors, il aurait fallu qu'il le fasse subtilement. C'est peut-être pas un très bon vendeur, mais parce qu'il aurait risqué le bad buzz, etc. Tu vois, puis comme il l'avait jamais fait. Mais je pense que ça se serait extrêmement bien vendu. S'il avait bien vendu, je pense que ça aurait pu être vraiment un best-seller. Et moi, j'aurais acheté direct. Le truc aurait coûté 300 balles, j'aurais acheté direct, même beaucoup plus cher que ça, parce que pour moi, c'est un gars, comme tu dis, qui maîtrise l'art du storytelling et de raconter une histoire et qui comprend YouTube. Et aujourd'hui, c'est quand même un gros marché. Les YouTubeurs, c'est plus comme avant. C'est plus genre... aujourd'hui, là, un jeune sur deux veut devenir YouTubeur, tu vois, c'est quand même un gros truc. Ok, c'était super intéressant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait à peu près le tour, ouais. Ok, et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tout le monde ne te connaissait pas forcément, des gens qui me suivent. Donc, je pense qu'on a bien parlé de ce que tu faisais. Donc, évidemment, tu as ta chaîne YouTube.
Est-ce que tu as d'autres endroits où on peut te retrouver ou d'autres choses que tu as envie de mettre en avant? Ouais, donc déjà vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Florent Tavernier. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis un petit peu plus actif, où je tiens un petit peu au courant en story sur la progression des vidéos, comment elles avancent. Donc à Florent Tavernier, c'est ça sur Insta. Ouais. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à Missor et Simon. Missor si vous voulez les statuts, il y a toutes les photos des statuts sur son Instagram. Et voilà, surtout YouTube et Instagram. Ok, top. Et moi j'ai créé un pack avec 6 ressources, c'est tout neuf, donc c'est la première fois que je le pitch. J'ai créé un pack avec 6 ressources pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent se lancer sur le web et vivre de leur contenu. Je l'affiche juste là, et pour ceux que ça intéresse, il y a le lien en description pour s'inscrire à recevoir le pack dans votre boîte mail. Voilà. Merci beaucoup Florent. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à la prochaine, continue ce que tu fais. Moi, je trouve ça génial. J'adore ce genre de youtubeurs qui expérimentent, qui testent des choses. Et je pense que c'est une valeur énorme que tu apportes aux gens et à ton audience. Donc, c'est top. Bravo. Merci beaucoup.